Eh bien, bonjour à tous. On est encore ici au Luc et j'ai envie de vous avouer un petit secret. Aujourd'hui, la grande émission se retrouve dans un prieuré, donc une église. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les températures qu'il y a dans les églises. Elle est plutôt fraîche, on va dire. Et mais moi, la demoiselle qui m'habille, je lui dis attention, on va être dans un prieuré. Tu me mets des choses bien chaudes pour pas avoir froid. Donc, me voilà avec une jolie doudoune. Eh bien, sachez ici, l'espace patrimoine est chauffé et plutôt très bien. Donc, j'ai excessivement chaud et comme j'avais promis de mettre des doudounes, je mets sa doudoune. Voilà. Alors moi, je le soutient parce qu'il m'a dit effectivement qu'il allait faire froid, donc j'ai mis pull et veste. Mais quand même, j'apprends que Philippe se fait habiller par des demoiselles. Voilà. Oui. Ouais. Je dirais une demoiselle, Magali. Demoiselle. Et donc, vous voyez, du beau. c'est un métier douloureux où on souffre énormément, Morgane et moi. C'est incroyable. Hein. Mais moi, personne ne m'habille. Voilà. Donc ici, on souffre, mais pas vraiment, parce qu'on est dans un lieu plutôt charmant et agréable. L'espace Ernest Renan, qui est situé ici au centre du Luc en Provence. Cet espace qui est venu aujourd'hui, l'espace, j'allais dire, patrimoine et touristique de la ville. Un espace vraiment dédié où il y a exposition, où il y a aussi l'opportunité de découvrir des tas de choses sur la ville et de pouvoir voyager. Donc aujourd'hui, on aura justement la continuité de ces fameuses chroniques du jour et on aura Franck Gualco. Bonjour Franck, qui sera avec nous. Et Franck nous parlera de... Il est en coulisses, ne vous inquiétez pas. Et Franck va nous parler justement de plein d'endroits que l'on peut visiter dans le secteur, dans les parages. Donc on a trouvé que la connexion avec l'Office de tourisme. Bonjour Franck. Mais surtout, si on veut visiter des lieux, il suffit de promener ici. On a à 5 minutes à pied d'un endroit que Monsieur Denizet s'occupe. Bonjour Monsieur Denizet. Bonjour. Alors Frédéric, vous, il n'y a pas très longtemps, là, au mois d'octobre dernier, il y a le moulin du Grimaudet qui est situé ici à 5-6 minutes à pied C'est exact, oui. du centre-ville. Oui. Et qui a été enfin rénové après 2 ans de rénovation. Et c'est vous qui détenez, qui vous occupez de ce moulin du Grimaudet. Je suis le président de la coopérative oléicole. Effectivement, j'ai pris ce poste à un moment où le moulin ne fonctionnait plus du tout. Les machines étaient obsolètes, les bâtiments n'étaient plus aux normes et le moulin ne pouvait pas redémarrer sans un investissement important. C'est la communauté de communes qui nous a offert la possibilité de remettre ce moulin en route. Grâce à la communauté de communes qui a racheté les bâtiments, nous avons pu financer des travaux et une nouvelle machine qui est tout à fait fonctionnelle et très performante pour faire une huile de terroir de qualité. Quand vous dites la communauté de communes, c'est la communauté de communes Cœur du Var qui est située Exactement. ici. Donc, on peut citer les Maillons, le Toronnet, le Luc, évidemment. On peut citer Cabas, on peut citer Flassan-sur-Issol, et j'en oublie. Comment 11 communes. 11 communes. Ah mais merci pour le nombre. Hein. Moi, c'était les noms que je cherchais. Hein. C'est sympa. Il m'en manquait certaines. Bon, je ne sais plus lesquelles. Il n'y a pas Besse-sur-Issol aussi. Besse, Carnoul et... Le Toronnet. Ah, le Toronnet, je l'ai dit, hein, Monsieur Gualco. Hein. Bon, comment? Le Canet des Morts, merci. Et attention, et le numéro complémentaire? C'est bon, on les a tous. On les a tous. Bon voilà, c'était pour citer toutes ces villes. Et en fin de compte, comme on dit, la communauté de communes, c'est-à-dire que toutes ces villes, finalement, participent justement à des rénovations. Et c'est grâce à l'union de toutes ces villes finalement que ce moulin qui va permettre finalement à toutes ces villes de profiter de ce moulin, puisqu'il y a énormément de kilos d'huile qui sont faites maintenant, qui vont pouvoir être faites, puisque machine plus performante, plus productive. Exactement. Alors d'abord, c'est un moulin qu'on voit dessiné sur la carte de Cassini au XVIIIe siècle, donc c'est un vrai patrimoine du territoire, même s'il n'a pas toujours été un moulin à huile, puisqu'auparavant il a été une usine dans laquelle on fabriquait des pipes et probablement un endroit aussi où on fabriquait des bouchons, puisqu'il y a énormément de chênes lièges dans la région. Et c'est donc un patrimoine important dans un bassin qui compte quand même un grand nombre d'oliviers. C'est une superficie sur laquelle on trouve beaucoup d'oliveraies et le Var a la particularité d'avoir des variétés d'oliviers qui sont très particulières et très intéressantes, et ça permet donc de faire une huile qui est vraiment une huile de terroir par rapport à l'huile qu'on peut acheter par exemple en grande surface, qui est une huile issue
d'une agriculture industrielle et qui a souvent des goûts assez conventionnels. Là, quand on goûte l'huile à la sortie de la machine, c'est vraiment extraordinaire. C'est une huile qui a un parfum, qui a des goûts, qui évoque énormément de choses. Et c'est un autre monde par rapport à une huile commerciale. Alors, les gens ne le savent pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut, même si on n'a que 3, 4, 5, 6 kilos d'olives chez soi, même 600 grammes d'olives, on peut venir au moulin parce qu'il n'y a pas de minimum requis pour pouvoir faire son huile. Et en fin de compte, c'est-à-dire que vraiment, on n'aura pas exactement son huile, c'est-à-dire que il faut minimum 200 kilos pour avoir vraiment sa propre huile. Et en dessous, finalement, si on amène moins de 200 kilos, on va mélanger les différentes olives des uns et des autres. Et au prorata des 200 kilos, le pourcentage qu'on aura mis de poids dans le truc, on aura cette quantité d'huile d'olive et on repart avec cette quantité d'huile d'olive. Exactement. Le moulin, la coopérative, compte plus de 800 adhérents, ce qui en fait une grosse coopérative. Alors tous ne sont pas forcément très actifs, certains ne ramassent pas leurs olives certaines années, mais de toute façon, voilà la différence avec un moulin privé, c'est que pour nous, la coopérative traite de la même façon un petit apporteur et un professionnel, avec la même qualité de service, sachant qu'il s'agit effectivement d'un service et que le coopérateur, il est dans son moulin, dans sa coopérative. C'est vraiment pour faire la différence avec un moulin privé pour lequel, bien sûr, il faut faire du rendement. C'est les fameuses coopératives que maintenant, qui reviennent un peu plus à la mode pour certaines, certaines ventes de produits, plus connectés à l'agriculture, etc. On est tous propriétaires finalement de... voilà, c'est peut-être aussi pour ça que d'un seul coup, la communauté de communes peut finalement investir dans quelque chose qui appartient finalement de manière détournée à la communauté réellement. Ça, c'est une de vos facettes. Il y a une deuxième facette, situé tout à côté, avec des jardins. On en parlera tout à l'heure. Ce que je voudrais, c'est qu'en même temps, pendant qu'on va faire une petite actu avec Morgane, et pendant ce temps-là, il y a Franck Gualco qui va nous rejoindre pour une chronique autour des aventures et des découvertes du Var. Et toi, Morgane, tu vas aussi nous emmener peut-être en aventure et en découverte, toi aussi. Une grande aventure. Je vous invite à aller au cinéma. Au cinéma. On est mercredi, alors voilà, c'est la journée des sorties. Cette semaine, donc, on vous a sélectionné 4 films. Et là, vous allez voir la bande-annonce de l'un d'entre eux. Il s'intitule, c'est en anglais, In the Fade. Bon, ça, c'est pas encore trop difficile à dire, même pour moi. Alors, c'est un sujet qui est malheureusement d'actualité. C'est un film germano-français de Faith Akin. Diane Kruger a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation au Festival de Cannes l'an passé. Donc, In the Fade, ce n'est pas moi qui le dis, ça je l'ai trouvé, ça signifie dans le dépérissement. Donc, vous vous en doutez, ce n'est pas un film excessivement gai que vous allez voir. C'est l'histoire de Katia qui va perdre son fils de 5 ans, mais aussi son mari, dans un attentat. Alors, en effet, elle a été mariée donc, à un Kurde qu'elle a rencontré en lui achetant de la drogue alors qu'elle était étudiante. Elle l'a épousé alors qu'il était en prison, donc ça démarre relativement mal. Tu nous fais rêver, la Morgane. Là, je sais. Là, je vous offre vraiment une évasion incroyable. Heureusement que tu as de beaux yeux, sinon tu m'aurais fait fuir. Non, c'est parce que tu n'as pas le choix, tu dois rester là jusqu'à la fin de l'émission. Alors, à la naissance de leur fils Rocco, le mari... Tu vois encore, vraiment, c'est terrible. Hein. Le mari va se ranger des affaires, il va devenir raisonnable, ça va devenir un homme bien. Voilà, et donc à l'âge... Donc 5 ans plus tard, le fils et le mari meurent dans un attentat, alors même que la mère avait déposé le fils au bureau de son mari. C'est là qu'ils vont mourir. C'est une bombe artisanale qui a été posée et évidemment, étant donné le passé de ce mari kurde d'origine, les policiers vont aller assez rapidement en se disant qu'il s'agit très certainement d'une vengeance de ceux qu'il a laissé tomber. Voilà. Donc... évidemment, la femme ne croit pas du tout à cette version et puis elle va tenter de prouver l'inverse. On a la bande-annonce. Le prix d'interprétation féminine est attribué à Diane Kruger. La rue est fermée, circulez s'il vous plaît. Le bureau de mon mari est juste là. Adressez-vous à mes collègues, appelez ce numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion, circulez s'il vous plaît.
Madame, je veux voir ma famille. La rue est fermée. Je veux voir ma famille. Where have you been, my love? Where can you be? And as sure as days come from moments, each hour becomes a lifetime. And she left, I'd only begun this lullaby. Voilà, donc je vous avais prévenu, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus gai, mais bon, c'est un sujet d'actualité et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le début. Alors bien sûr, ça reste un film, mais pour tous ceux qui ont vécu quelque chose de grave ou en tout cas à qui il est arrivé quelque chose d'assez dramatique, et bien souvent on le N'hésitez pas à aller le voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà. Non, mais quand tu vois le début du film, on lui dit circuler, il n'y a rien à voir, il y a plein d'immeubles, il y a plein de bureaux et cette femme sent que c'est sa vie qui est en train de basculer. Et certes, c'est un film, mais ça arrive aussi dans la vraie vie, quand quelqu'un de proche de nous donc voilà, si vous avez le moral et que vous en avez marre, n'hésitez pas à aller voir ce film. Ça, si vous n'êtes pas tout à fait bien dans votre peau, n'y allez pas. Non, mais c'est un très beau film. C'est son fils qui s'appelait Rocco dans le film. C'est le fils de 5 ans. Tu te souviens de l'avoir rencontré, Rocco, quand même, hein? Non. Comment ça? Le mât du Lingusto à Cuers. Ah d'accord, oui. On l'avait rencontré, Rocco, justement. Avec tes blagues. Le monsieur qui s'occupe. On avait même rencontré son bras droit qui s'était occupé de tout le tournage, etc. T'en souviens pas tout ça? Son épouse. Voilà, et son épouse aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Tu vois, non, je me rappelle. Ça y est. Non, mais je sais pas, vu que tu rigolais tout seul en regardant la bande-annonce et qu'elle n'est pas drôle. Je m'attendais au pire. Parce que c'est une blague que son bras droit fait à chaque fois qu'il bosse avec lui, la demoiselle qui bosse avec lui. Elle dit toujours, voilà, je suis le bras droit de Rocco. Donc ça me faisait rire. Bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est très drôle. Bon, revenons à des choses qui sont beaucoup plus connectées au territoire, notamment. Terre à terre. Comment? Terre à terre, je dirais. Terre à terre. Et quand tu parles de terre, justement, on va partir en randonnée sur les terres de la région grâce à Franck Gualco. Bonjour, Franck. Bonjour, Philippe. Alors toi, tu vas nous faire partir en aventure et en découverte sur le Var, tout au long des différentes chroniques que tu vas nous présenter, ce qui est plutôt chouette parce qu'en plus, c'est connecté à un site internet justement de sortie qui est Aventure et Découverte Var. Voilà. Donc en plus, c'est plutôt chouette tout ça. Donc, et aujourd'hui, tu veux nous embarquer où? On est au Luc. Alors on va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin. Tout à l'heure, on parlait de la communauté de communes, donc on est justement au Luc, au milieu de la communauté de communes. Cœur du Var. On va rester sur le territoire Cœur du Var et donc pas bien loin, puisque je vous propose aujourd'hui de faire un petit focus sur la plaine des Morts et la fameuse réserve naturelle. Donc cette réserve naturelle qui est créée, elle a été créée récemment, donc en 2009. Elle recouvre plusieurs communes de Cœur du Var, mais également aussi la gare de Fresnay plus au sud. Donc elle s'étend sur plus de 5000 hectares. Et, il y a le Vidauban, il y a le Canet, il y a le Luc et les Maillons. Et la gare de Fresnay, du coup, qui termine au sud de la limite de cette réserve. La gare de Fresnay fait partie aussi de cette communauté de communes? Non, on est plus sur la même communauté de communes. Donc cette réserve naturelle donc renferme des richesses exceptionnelles. Donc, et justement, cette réserve a été créée pour sauvegarder cette biodiversité. Donc, nous pouvons aujourd'hui faire de nombreuses balades sur ce secteur. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, donc réserve très protégée, en fait, oui, c'est un secteur très protégé, mais on peut y pratiquer de nombreuses activités. Alors, quand tu disais que c'était un secteur protégé, malgré ça, c'est-à-dire que les activités en question, elles peuvent être encadrées, c'est-à-dire on peut s'y promener librement, et après, les activités peuvent être encadrées même par des guides, je crois, en plus. Tout à fait. Donc, on peut bien sûr se promener librement. Donc, des dizaines de kilomètres de sentiers balisés permettent des promenades pédestres, équestres, mais également la réserve, le département propose à plusieurs périodes de l'année des réserves avec des guides naturalistes. Donc là, on peut aller sortir un petit peu des sentiers battus et découvrir d'autres choses.
Et même les éco-gardes aussi. Oui, on a des éco-gardes, donc c'est une réserve. Donc eux veillent à faire respecter forcément les règles. Mais bon, vous pouvez vraiment découvrir de très belles choses sur ce secteur. Et je souhaitais vous proposer aujourd'hui en fait de faire un petit focus sur une balade que j'apprécie. Et je ne suis pas le seul à l'apprécier plus particulièrement. C'est une balade qui part du lac des Escarcés. Donc on est au cœur de la plaine des Morts. On est sur un secteur qui est assez spectaculaire, sur des dalles de grès rouge, donc avec des paysages assez somptueux. Donc ce lac qui est en fait au départ un lac artificiel qui a été créé pour servir de réservoir pour les incendies de forêt. Pour la lutte contre les aujourd'hui, incendies. voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ce réservoir et ce lac est devenu un lieu incontournable de la biodiversité dans cette réserve, puisque forcément, en Provence, dès qu'on a de l'eau, on a ces richesses qui l'entourent. Finalement, ça fait revenir une certaine biodiversité, que ce soit les oiseaux qui viennent. Exactement. Je vois Frédéric Denizet à côté qui dit oui, c'est-à-dire que la présence de l'eau, parce que vous êtes vraiment très accroché à la nature, vous aussi, je crois. Oui, bien sûr. Je sillonnais dans ma jeunesse cette région qui n'était pas encore une réserve. Effectivement, il y a le lac lui-même, mais il y a aussi toutes les mares temporaires, les ruisseaux temporaires qui sont éparpillés dans toute la plaine et qui regorgent de vie dès qu'il y a de l'eau. En tout cas, de la remarque que vous faites, Frédéric, j'entends que c'est une vraie, j'allais dire, finalement, en se promenant là, on va une vraie mosaïque de paysages où on va pouvoir... Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est une mosaïque. Je lis dans tes fiches. Donc exactement, donc c'est une vraie mosaïque de paysages, en l'occurrence, puisque on a... comme vous le dites, des mares temporaires, ce lac qui est assez prédominant au milieu de la plaine, des pinèdes de pins pignons extraordinaires et centenaires. Tout autour de ce lac et de cette balade, donc qui est d'un niveau assez facile, il faut le préciser. C'est vrai que dans le département, c'est pas toujours facile de se promener. Il y a beaucoup de dénivelé, donc là, ça peut être très familial, c'est donc très accessible. Donc on a vraiment on retrouve cette mosaïque avec le vignoble, avec en cette saison donc les Alpes enneigées en fond, donc ça crée des contrastes. C'est vrai que c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que le point de vue est tellement énorme et tellement surélevé par rapport à c'est-à-dire qu'en regardant le massif alpin, on arrive à le voir enneigé et de l'autre côté, on voit toute la plaine du côté du Luc aussi, c'est incroyable. Exactement, donc les points de vue sont assez extraordinaires. La neige, quand il y en a, bien sûr, mais les vignobles aussi, donc, qui sont assez prédominants dans le secteur. Et bien sûr, une des raretés, en fait, c'est qu'il y a plusieurs ruisseaux. Donc, on est sur des dalles de grès, donc très imperméables, donc plusieurs ruisseaux quand il pleut. Donc là, on aura certainement la chance, en allant se balader prochainement, de les voir en eau, donc avec de nombreuses cascades, des grosses vasques naturelles, donc très agréables. Donc, dès qu'il fait un peu chaud, pour se rafraîchir. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en allant un peu plus loin, c'est vrai qu'on a les châtaigneraies qui sont là, on a des tas d'endroits, et puis même, il y a un animal qui est préservé et qui est protégé, qu'on peut rencontrer. Enfin, on a de la chance. Voilà, exactement. Donc, c'est une des plus vieilles habitantes de la plaine des Morts, d'ailleurs. Donc, c'est la tortue d'Hermann. Donc, c'est vrai que c'est une chance quand on la rencontre, puisque c'est une espèce protégée, donc qui est assez rare. Et certains chanceux sur ces balades pourront la rencontrer. Là, j'ai vu tout à l'heure Ilan qui était en train de filmer les topo-fiches. C'est ça, les fameux topo-guides en question ? Alors là, vous avez un topo-fiche, donc un topo-guide qui est édité par la communauté de communes Cœur du Var, qui n'est pas sur ce secteur, mais vous pouvez les retrouver. Il y en a sur différents secteurs. Tout à fait. Donc en fait, vous pouvez retrouver différents topo-guides donc sur le site Cœur du Var Tourisme, donc ils sont téléchargeables. Donc vous pouvez même arriver sur le site et télécharger votre balade au moment de partir. Vous les avez bien sûr dans toutes les communes, à tous les offices de tourisme. Exactement, offices de tourisme et communes de Cœur du Var.
Var. Et je crois qu'il y a même le site internet du Var, var.fr aussi, qui fait des topo-guides, notamment par rapport aux randonnées équestres. Et... Tout à fait, exactement. Sur le secteur, il y a de nombreuses randonnées équestres et il y a un réseau Équidécouverte qui traverse le site. Donc, il y a de la pêche qui peut être faite. Exactement. Donc, il y a énormément d'activités possibles sur cette... J'entends, finalement, on a parlé de pêche, on a parlé de rando, on a parlé des lacs, le temps de pluie, etc., de toutes ces saisons. Bon, évidemment, je pense qu'en hiver, il y a certaines période aussi, puisque vous avez parlé... Non, l'hiver n'est pas. L'hiver est aussi agréable que d'autres saisons pour balader. Donc chaque saison, a son charme. Donc il y en a, à mon sens, une particulièrement à éviter. Et encore, c'est que les après-midi et c'est l'été. Donc tout le monde. Beaucoup de personnes savent que la Plaine des Morts, c'est un endroit, voire l'endroit le plus chaud de France. Donc c'est sûr qu'en juillet-août, faire une promenade au cœur de la Plaine des Morts, ça devient très compliqué. Bon, finalement, moi j'attendrais le printemps, perso. Voilà, le printemps, c'est idéal pour toi aussi, Franck. Idéal. Voilà. Frédéric aussi, j'ai l'impression que tous les trois, on ira balader Exactement. là. Tu veux venir avec nous au printemps? Oui, écoute, la balade a l'air facile. Oui, oui. Voilà. Par contre, tu changes de chaussures, hein, Morgane. Ah, c'est pas si facile que ça. Il vaut mieux les baskets. Tu viens pas avec tes talons aiguilles, là, c'est pas possible. Les baskets. Je vais faire un effort. Surtout que ça te fait bien les baskets. Je prendrai sur moi. Moi, je te préfère en basket. Ah d'accord. Ben oui, non. Ah d'accord. La fille, genre, je préfère les cheveux courts. Ah d'accord. Comme si c'était une insulte. Ah, tu me préfères. Ah d'accord. C'est pas. Ok. Voilà. Non mais bon. Je t'ai pas dit que je te préférais de dos ou je sais pas. Oui. Ou, Dans voilà. le brouillard, dans le noir. Non, c'est toi. Je dis, je préfère en basket. Je te jure. Les femmes, vous êtes compliquées quand même. Tout à fait. Des fois, on a l'impression de dire un truc simple. Non, de faire un compliment, eh bien non, ça tombe pile poil à côté. Maintenant, si je dis que Franck, je te préfère en talons aiguilles, ça devient inquiétant. Sur tous les jours. Hein. Pourquoi inquiétant, surprenant. Et donc là, je suppose que là, le département, donc il y a plusieurs dates pour découvrir cette magnifique réserve. Oui. Donc, 27 janvier après-midi. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs dates là qui sont présentées par le département. Donc, l'avantage, c'est que ces balades sont commentées et qui sont encadrées donc par des naturalistes. Donc, c'est des balades qui sont offertes par le département. Donc, c'est gratuit et c'est bon de le souligner parce que ce type de balades souvent sont payantes. Donc le département propose le 27 janvier une découverte de la vie amphibie sur la réserve. Donc au départ sur la commune des Maillons, là, voilà. La journée donc du 3 février sur l'Aille et le lac des Escarcés. Le fameux lac dont tu nous parlais tout à l'heure, ce fameux lac artificiel. C'est l'occasion de le découvrir avec un naturaliste. Là, on est au Canet des Morts. Également, donc oui, le lac est sur le Canet des Morts. Et le dimanche 11 février, donc après-midi, comme vous le disiez, donc sur les mares temporaires. Et là, ça sera de nouveau au Maillon. Et ce jour-là, le 11 février, on découvrira Frédéric qui sera peut-être sur place ou pas. Et de toute manière, je pense que si on va sur aventure au pluriel découverte au pluriel var.com, on va pouvoir voir toutes ces infos. Exactement, on va vous donner toutes ces infos et surtout les numéros de téléphone pour pouvoir réserver ces balades puisqu'il faut les réserver en amont vu que le sont limités en nombre de personnes. Bon, bah écoute, la prochaine fois, on essaiera d'avoir des images parce que malheureusement, on a un petit couac technique cette semaine avec notre grosse machine. Donc, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, on aurait bien voulu voir des images. Donc la prochaine fois, c'est promis, il y aura des images parce que c'est la même pour vous, Frédéric. Je te dis merci, Franck. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et parce que Frédéric, vous aussi, là tout à l'heure, on a parlé du fameux moulin du Grimaudet, mais il y a d'autres jardins puisque vous êtes tout à côté avec les. Au revoir, Franck. Et on est avec les jardins Cigalou, pardon. Les jardins Cigalou, oui. Et l'endroit est fantastique, là. Parce que vous êtes vraiment connecté à la nature et vous aimez vraiment ça. Vous avez vraiment l'impression que ce jardin est particulier. Oui, c'est une propriété qui a été achetée par le grand-père de mon arrière-grand-père, l'an 2 de la République, et qui s'est transmise jusqu'à moi, et qui se trouve maintenant dans l'agglomération. On a cette particularité d'avoir des jardins en ville, en fait, d'avoir des hectares comme ça, qui se trouvent en pleine ville. Donc c'était une propriété agricole qui a connu un certain faste à l'époque où l'agriculture nourrissait bien. Il y a eu une crise qui est passée par là et effectivement les cultures ont été abandonnées. Lorsque j'ai repris cette propriété, moi j'ai voulu replanter beaucoup de choses dans un esprit particulier
je n'avais pas besoin de gagner de l'argent avec ces productions. Donc moi, je me suis orienté vers une agriculture sans pesticides et vers des produits de qualité et des variétés anciennes. Donc quand on dit variété ancienne, on va retrouver quel genre de produits qui ont peut-être été oubliés? Par exemple, on peut parler des pommes si vous voulez, parce qu'il existe des milliers et des milliers de variétés de pommes dans un supermarché. Si vous avez de la chance, vous en trouverez 3, 4, 5, pas 5, plus. oui, c'est ça. C'est la même chose pour les tomates. Les tomates, c'est des dizaines de milliers de variétés. Et dans un supermarché, vous allez trouver... Vous êtes en train de parler de tomates. Les semaines prochaines, on va recevoir au sein du Bossé un collectionneur et notamment un tomatophile incroyable qui travaille sur des tas de variétés. Il y a 4 personnes en France qui justement créent de nouvelles variétés. Et il m'en a parlé, je crois qu'il y a des milliers et des milliers de variétés. Et c'est ça justement. Et on a tellement l'habitude de voir toujours les mêmes. Quand, en parlant de tomates, par exemple, quand on voit la cœur de bœuf, certains pensent qu'on la voit comme une tomate originale, alors qu'il y a des tomates noires, jaunes et vertes, et qui se consomment en étant vertes. Et on en connaît très peu finalement. On en connaît très peu. Et le problème, c'est que la production industrielle est devenue une référence. Pour la plupart des gens, la nourriture industrielle, c'est la nourriture de référence. Une tomate de supermarché, c'est la tomate. Une pêche de supermarché, c'est la pêche. Or, dans tout ce que nous produisons de façon non industrielle. Et lorsque nous faisons goûter nos tomates, nos fruits, nos figues... Et en plus, vos figues ou vos fruits, je vois que vous pouvez les transformer même en confiture. Voilà, nous avons une activité de transformation, une activité donc artisanale, avec donc ce gros avantage par rapport à l'industrie, c'est que nous cueillons des fruits qui sont à parfaite maturité, des variétés anciennes, par exemple le kaki, c'est le muscat de Provence, la prune, c'est la perdrigone de Brignoles. Nous les cueillons à parfaite maturité et nous les transformons immédiatement. Ce que, bien sûr, il n'est pas possible de faire dans l'industrie. Je vois marqué, c'est le safran Sigalou. Alors, nous sommes aussi Annick et Safranière. Donc, Annick, c'est votre épouse, qui est là dans les coulisses avec son appareil photo, qui prend plein de photos souvenirs. Voilà. Et donc, elle est safranière et elle... donc, nous avons... une certaine quantité de Crocus sativus, c'est cette fleur dont le pistil et le safran. Et nous produisons donc un safran de grande qualité, puisque nous le faisons analyser chaque année et qu'il est classé en catégorie 1, c'est-à-dire la catégorie supérieure. Donc c'est bien l'exemple que nous pouvons faire d'excellents produits de terroir qui ne sont pas de la nourriture industrielle, qui évidemment n'ont pas le prix, qui ne coûtent pas la même chose qu'une nourriture industrielle, mais qui sont des produits de très grande qualité. Et qui gardent aussi la tradition de la ville, puisque le Luc-en-Provence a été une vraie terre agricole et vraiment vers laquelle on se tournait pendant longtemps et qui, justement, son axe central permettait de pouvoir partir du côté de Saint-Tropez, Toulon ou même des villes comme Nice. Et voilà. Oui. Donc c'est vraiment et même Paris, puisque la cerise précoce du Luc était cueillie dans la journée. Elle prenait le train la nuit et elle était le lendemain matin au Halles à Paris. C'est bien que vous en parlez de cette cerise précoce du Luc parce qu'elle est particulière. On en parlera demain. Morgane. Oui. J'étais en train de dire, je vais faire parler Morgane parce qu'il y a il me zappe tout le temps. Je reviendrai quand même demain. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Il n'y a rien, éventuellement, tu veux pas dire, tiens, il y a la pièce, la collection, non, rien. Mais que dalle, je ne dirai plus rien. Que dalle. Jusqu'à demain. Tu sais quoi? Demain, tu viens à ma place et je viens à la tienne, si tu veux. On fait l'inverse. On peut toujours changer de place. Et comme ça, je fais comme toi, je dis plus rien. Tant qu'on ne change pas de rôle. En tout cas, un grand merci, Frédéric Denisier. On rappelle que de toute manière, si on veut avoir pas mal d'infos sur le Moulin du Grimaudet, c'est moulindugrimaudet.fr. Sigalou, c'est SIGA2LOUX.fr. C'est à l'antenne. Merci Sébastien et Théo. Et là, on a pas mal d'infos sur votre lieu qui, en plus, on peut y loger, on peut faire des tas de choses sur place. Je crois même qu'on peut y manger en plus, non? Est-ce qu'on peut y manger aussi dans votre lieu? Je vous inviterai très volontiers. Alors, je disais, on peut y loger. On peut y loger, oui. Ah voilà, c'est ce que je disais. Mais est-ce qu'on peut y manger aussi? Non. Éventuellement. Éventuellement. Bon, d'accord. Éventuellement. En tout cas, c'est ici, c'est à 5 minutes à pied de l'endroit où on est, l'espace patrimoine et touristique. Oui, on est là jusqu'à dimanche. J'arrête, sinon je vais me faire tirer les oreilles par tout le monde. Au revoir tout le monde.